fois 11, plus 1000% en quelques semaines. C'est le plus beau trade de ma vie et vous verrez que les conclusions qu'on tirera de toute la psychologie qu'il y a derrière ça est pas du tout celle que vous pourriez croire. Voilà, ce sera le titre de notre vidéo et puis on aura toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on verra aussi les pépites ainsi que le plan de trading. Voilà, c'est le programme du 48e épisode de l'Hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'une histoire que j'ai eue avec une action qui a fait une progression phénoménale au moment où je l'ai acheté. J'ai acheté vraiment quasiment le point bas et j'ai vendu quasiment le point haut. Mais on fera le point sur ce trade. Puis on verra aussi toute la psychologie qu'il y a derrière. Vous verrez que c'est pas spécialement les conclusions qu'on doit tirer sont pas spécialement celles que vous pourriez croire et ça c'est vraiment très intéressant pour tous les petits nouveaux, tous les petits débutants. Voilà, ce sera le titre du jour et puis on enchaînera ensuite avec les parties classiques de la vidéo et d'abord la macroéconomie, grosse semaine macroéconomique avec des PMI, du chômage ainsi que voilà, la baisse des taux d'intérêt en Europe. On verra tout ça dans cette partie-ci et puis on enchaînera avec la réaction des indices. Les indices qui n'ont vraiment pas envie de baisser, si ce n'est peut-être un petit peu aux États-Unis, mais c'est quasiment que dalle. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose sur les indices. C'est flat, ça bouge pas et c'est assez intéressant de voir que le marché ne voit pas de gravité dans tout ce qui se passe dans ce bas monde. C'est quand même assez surprenant, mais c'est comme ça que ça se passe en bourse. On enchaînera ensuite avec la partie qui vous concerne, celle avec les valeurs, avec pas mal de choses intéressantes sur des valeurs, beaucoup de valeurs cette semaine, beaucoup de dossiers différents, et un petit focus quand même sur la partie qui est revenue souvent d'ailleurs sur le sujet, c'est la partie des minières, de tout ce qui est dans creuser des trous en gros pour être simple, et voilà, on fera un point là-dessus, vous aurez mon avis qui vous verrez n'est pas piqué des verres comme d'habitude. Et puis on terminera avec les pépites qui, vous verrez, sont absolument impressionnantes. Elles ont une qualité, c'est que généralement elles ont une récurrence quand elles montent longtemps. Et ça a l'air d'être le cas, ça a l'air de vouloir être le cas de manière collective. Et puis on finira évidemment avec un plan de trading. Toujours autant de réussite sur le sujet, tant que ça continue, on joue encore. On verra quand le bal sera terminé, mais c'est visiblement pas encore le cas. Voilà, ce sera tout le programme de ce 48e épisode de l'Hebdo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et puis pour compléter cette information, écoutez, ça y est, il existe, il est créé, il est apparu, vous pouvez maintenant aller dessus, c'est le site internet de fondamentalement-bourse.com qui est maintenant disponible depuis le 6 juin. Voilà, fondamentalement, Bourse débarque non pas sur les plages normandes, mais sur internet. Et vous avez déjà des articles dans le blog qui est déjà équipé de 3 articles que j'ai mis en place immédiatement. Vous en avez un sur de la macroéconomie qui explique le lien entre le pétrole, les taux d'intérêt européens, l'euro, le dollar. Enfin bref, vous allez essayer de comprendre un peu mieux ça. Vous avez aussi un article sur un sujet qui est très important que beaucoup de gens me demandent sur les brokers, sur comment choisir son broker et pas vous dire qui il faut prendre, mais comment faire pour le choisir. Et puis vous avez aussi un article sur une thématique d'investissement, une thématique pas du tout connue, qui pour moi est super intéressante, que j'ai découverte il y a maintenant 1 an ou 2, et qui peut vraiment vous interpeller sur peut-être des sujets futurs. Et ce sujet, c'est les autoroutes électriques. Voilà, je vous invite tous à aller regarder ça. Puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour dire tous les petits défauts que vous voyez ou les améliorations que je pourrais apporter à ce site. Évidemment, il vient d'être créé, donc il a encore plein de défauts, mais n'hésitez surtout pas à me le signaler. Voilà, je vous souhaite tous une bonne lecture. C'est vraiment un sujet, quelque chose que je tenais vraiment à faire. Et voilà, c'est l'aboutissement d'un gros travail derrière et j'espère que vous apprécierez. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec le thème du jour, le trade de ma vie, qui provoque finalement pas mal de choses au niveau psychologie et je vais tâcher de vous expliquer ça. Vous allez voir que la résultante n'est pas tout à fait tout ce qu'on pourrait croire. Faites très attention, parfois quand on gagne beaucoup d'argent, c'est parfois pas le meilleur des services qu'on vous rend. Allez, on va regarder ça tout de suite.
Et le dossier sur lequel j'ai fait ce fameux trade, c'est la société McPhy Energy. Et c'était une période où je regardais encore des choses qui aujourd'hui je ne regarde plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et McPhy est coté en 2014, et évidemment vous comprenez bien que c'est ici que ça s'est passé pour moi en 2020. Et donc pendant 6 ans il ne se passe rien, mais je suis intéressé par le sujet de ce que McPhy fait, c'est-à-dire je dirais la partie, tout ce qui est hydrogène. J'y crois encore, mais évidemment aujourd'hui j'y crois plus du tout, et j'y crois plus du tout, et notamment le graphique, vous voyez qu'il me donne à peu près raison, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à ce moment-là j'y crois, et je vois que McPhy va faire quelque chose d'intéressant, et on est juste avant la crise de Covid, ça se passe ici, mais on va aller voir dans une autre unité de temps, on va voir un peu plus clairement ce qui s'est passé là, qui me fait rentrer sur le titre, et vous allez voir que la suite elle a été assez magnifique, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur ce sujet-là. Et donc la première chose que je vois, c'est que, déjà en 2019, on voit que le dossier monte, je commence à m'intéresser à lui, et il y a ce qu'on appelle un spike à la hausse, suite à une nouvelle qui, elle, m'intéresse vraiment. C'est là que je me dis, franchement, McPhy, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais il se trouve que ce sujet, il arrive pile poil, juste au moment où le crack du Covid va se déclencher, puisque on est en février 2020. Alors hop, j'agrandis, je vais vous faire voir ça de plus près. Donc ici c'est le crack du Covid, le dossier retombe, on oublie un peu tout ça, on s'occupe plus du médical que des valeurs sur l'énergie, et la société s'endort pendant plusieurs mois, donc février, mars, avril passe, et il se trouve que ici, c'est le 18 mai, je rentre en position. J'avais considéré, alors je vais vous agrandir ça pour que vous compreniez bien, j'avais considéré que le dossier ici était sur un point très intéressant, puisque nous avions, juste ici, vous pourrez agrandir sur votre écran si vous voulez, mais vous avez un gap ici qui n'est jamais rebouché, à vrai dire, qui n'est jamais complètement bouché. Alors quand on me dit que les gaps sont tous rebouchés totalement, continuellement, c'est pas vrai du tout, puisque celui-ci, il y a eu plusieurs impacts pour essayer de le reboucher, mais ça n'a jamais rebouché. Il y avait de l'acheteur, il y avait des gens qui ne voulaient pas que ça baisse, et ça c'est révélateur, sachez-le, quand un gap ne se rebouche pas de manière complète, c'est qu'il y a vraiment un élément hyper important pour le marché. Voilà ce qui s'est passé, et je me dis, et j'agrandis encore, et je me dis que si ça casse les 4,30 €, je rentre. Et je rentre donc autour de 4 €, alors c'est ça doit être 4,30 €, 4,35 €, et je rentre dans le dossier, et il se passe la suite que vous apercevez ici. Alors la première qualité de ce trade, c'est que j'ai jamais lâché. J'ai pas lâché parce que, évidemment, quand je suis arrivé au niveau ici, j'ai vu que ça a commencé à tergiverser, je dis bon, je vais réfléchir, je vais attendre un petit peu, et qu'est-ce qui se passe? 2 journées, et une énorme accélération avec un volume gigantesque en bas, et qui fait que le dossier là part en ce qu'on appelle en bull run complet, et va passer de 4 € à 32. Donc, il se trouve que, alors c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que acheter le point bas ici, c'est quasiment déjà, c'est pas un exploit, mais enfin en tout cas c'est déjà un certain niveau de chance, parce que voilà, on peut acheter aussi à ce niveau ici, à ce niveau-là, enfin on peut acheter un peu partout, mais il se trouve que j'achète vraiment ce prix-là, et je vends. Et ça, c'est le plus surprenant. Je vends vraiment le sommet à quelques centimes près. Je vends le sommet qui est ici. J'agrandis la bougie de cette bougie-ci. Et le lendemain, ça fait un tout petit peu plus haut, un peu plus haut. Et hop, après, c'est l'effondrement du dossier où je vais le reprendre. Et c'est ça encore le plus surprenant, au point bas qui se trouve ici. Puisque tout simplement, je vais vous dire, c'est 50% de baisse. Pile. Et j'avais mis une alerte, moi, personnelle. J'avais mis une alerte sur cette zone-là. Qui commençait à m'intéresser par ici. En me disant, ouais, mais si ça divise par deux... c'est à peu près ce qui m'intéresse. Il doit y avoir des Fibonacci encore à ce moment-là qui m'intéressaient. Ça ne m'intéresse plus du tout parce que je me suis rendu compte que c'était quand même assez rarement respecté et on ne savait pas quel niveau c'était. Et il se trouve que je rachète ici. Donc j'ai fait d'abord un x8 et je rachète, je dirais, après avoir divisé par 2. Et il se trouve que derrière, voici le mouvement qui s'est passé. Et le mouvement qui s'est passé était un mouvement assez lent, attends, j'agrandis un petit peu, où je vais vous faire voir le bout d'historique de la hausse de ce dossier-là. Voilà, donc c'est ici, moi je reste en position, vous voyez, on n'est jamais retourné sur mon dossier, donc je vends le point haut, je vends le point bas, et je me dis, là je suis en train de faire le trade de ma vie, parce que franchement il est assez exceptionnel, et je vois ces mouvements se faire, et je vends, à vrai dire, alors j'avais racheté donc autour de 16 € et je vends approximativement autour de 35 à peu près, mais je crois que c'est peut-être 32, enfin bon bref, il n'y a plus beaucoup d'importance, c'est-à-dire que je revends en redoublant. Donc tout simplement on va faire le bilan de la chose, c'est que je fais un x8 puis ensuite un x2. Alors vous allez me dire, bah ouais non, ça fait pas, si ça fait x16, donc ça fait 1500%.
Oui, mais quand j'avais racheté, j'avais fait mon calcul, j'avais pas racheté la quantité entière que j'avais vendue. C'est-à-dire j'avais racheté, mais pas en totalité, j'avais réattribué de l'argent ailleurs, et du coup j'avais pas repris tout. Donc ça fait 1000% entre la somme du début et la somme de fin, tout confondu. Donc ça c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc 1000% c'est fois 11. Hein, si vous aviez mis 1000 euros, bah, ça fait 11 000 euros voilà, en quelques semaines. Hein, c'est ça, parce qu'en gros, hein, ça part on commence en mai et la fin c'est en décembre. Donc à partir de ce moment-là, vous devinez bien que bah, c'est en 6 mois, quoi. Donc c'est assez impressionnant et ça m'est jamais plus arrivé. Et je vais vous dire pourquoi ça m'est jamais plus arrivé. C'est parce que ce genre de trade, c'est un trade phénoménal sur une thématique où il y a énormément d'émotionnalité qui rentre sur un marché bullish phénoménal. C'est celui du mois de l'année 2020. Hein. C'est une année où moi j'ai fait une année exceptionnelle, hein, évidemment avec des trades comme ça, mais j'en ai eu énormément qui ont fait x2 ou x3 aussi. Hein. Donc ça a été vraiment une année hors du commun. Et à vrai dire, il faut retenir une chose, c'est que c'est le genre de trade qui vous leurre. J'étais déjà dans la psychologie vraiment fondamentale, j'étais dans la construction effectivement de cet environnement que je propose à mes élèves aujourd'hui et puis aussi aux abonnés Dynamic Invest, mais c'était un environnement qui finalement est très dangereux. Et la dangerosité fait que vous pouvez gagner très fort, très gros un jour. Il ne faut pas oublier toutes les fois où vous perdez. Et si vous faites un trade gagnant comme ça, qui est super impressionnant, vous allez dire, ah, il est génial, il est formidable. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'à vrai dire, toute l'argent que vous gagnez, vous pouvez parfaitement la perdre en faisant 50 trades derrière qui ne perdent pas grand-chose. Et vous avez tout perdu. Donc à partir de ce moment-là, déjà la psychologie du j'ai gagné, j'ai fait un énorme trade, c'est génial, c'est tant mieux, super, j'en fais encore, et j'ai encore eu des OPA il n'y a pas longtemps, mais j'en ai régulièrement, mais elles sont plus saines. Alors que finalement, elles me donnent beaucoup moins de gains financiers, elles me donnent un gain financier de l'ordre de... J'ai eu 40% il n'y a pas longtemps, l'an dernier, en 2023, j'en ai fait un de 75% en 6 jours, qui lui-même est en rapport temps d'investissement et rentabilité, a été beaucoup plus fort, 75% en quelques jours, c'est phénoménal. Mais l'idée que vous devez retenir par rapport à ça, c'est que quand vous gagnez énormément, il y a des phénomènes qui se passent au niveau de votre psychologie qui fait que c'est pas vous rendre service à vous les débutants. Alors les anciens, les expérimentés, bon j'ai envie de dire, ils regardent pas cette vidéo-là, mais tous les nouveaux, faut que vous fassiez hyper attention à cette grande victoire que vous avez. Alors il faut s'en féliciter. Faut surtout pas vous dire bah non bof ouais bon faut pas voilà vous pouvez boire un verre prendre l'apéro avec les copains et dire ah, j'ai fait un super trade etc. Enfin faites comme vous voulez, faut fêter l'événement mais pas le surfêter, c'est vraiment quelque chose de très important parce que statistiquement ça n'existe quasiment pas. Ça peut exister par contre sur des très longues périodes, sur des valeurs fondamentales qui sont absolument costauds, parce que McPhee, là je vous ai pas fait voir la suite, hein, mais elle s'est effondrée, elle est retombée à 2 euros. Hein. Je vous rappelle que j'ai acheté à 4, je vends autour de 32, elle doit monter à 40, et après elle s'effondre à 2. Donc déjà, j'ai envie de vous dire à tous ceux qui font du DCA sur les actions, bah c'est du n'importe quoi, ça monte, puis un jour ça se retourne. Donc à un moment donné, il faut peut-être savoir ce qui se passe sur la valeur, pourquoi elle monte, pourquoi elle baisse. Et à vrai dire, j'ai assez rapidement senti sur des valeurs que c'était du carton, quoi. Et c'est pour ça que ce qui est super intéressant dans ce trade, parce qu'il est de qualité, effectivement, mais il y a souvent le trade de trop. Hein, les trades généralement sur une valeur ou l'investissement sur une valeur, ça se finit généralement mal. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin que l'idée de ça. Mais moi, en là-haut, je dis non, mais c'est n'importe quoi. Et je n'y retourne jamais. Et ça, c'est super intéressant. C'est que j'y retourne jamais et je la vois dévaler, je vois des supports travaillés par les traders et j'y vais pas. J'y vais pas parce que je sais que ce dossier-là, ça me plaît pas, quoi. Et à partir de ce moment-là, je l'ai abandonné complètement parce que je me suis rendu compte que je m'étais fait berner par pas mal de gens qui vantaient les mérites de l'hydrogène. Il y a des qualités l'hydrogène, hein, mais pas sur des toutes petites boîtes comme ça, même si c'est EDF qui est derrière, on le sait très bien, mais non, McPhee, c'est pas bon et je me dis, je m'en vais. Et il se trouve qu'elle a redivisé, alors de 40 à 2, vous imaginez, elle a redivisé par 20 derrière, vous auriez pu tout perdre. Il y a des gens qui ont tout perdu sur McPhee, hein, qu'on soit très clair. Donc, j'ai envie de vous dire, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que gagner beaucoup sur un trade, et le pire de tout qui puisse vous arriver, c'est gagner beaucoup immédiatement, comme énormément de gens qui sont arrivés en bourse en 2020, ils ont gagné énormément, et ils sont quasiment aussi énormément, avoir tout reperdu, et perdu même leur capital. Je rappelle que les statistiques sont très claires, elles n'ont pas changé, elles sont même plus fortes aujourd'hui. 89% des gens qui rentrent en bourse perdent
autour de 26 000 € en 4 années. Ça monte en plus tous les ans, c'est-à-dire je crois que c'est 3-4 000 au début, et puis à la fin c'est 10 000 la 4e année. C'est-à-dire que vous insistez, vous continuez à perdre, et vous perdez de plus en plus année après année. C'est-à-dire que vous n'avez même pas un phénomène d'apprentissage, c'est-à-dire que vous continuez à perdre de plus en plus. Donc je vous le dis quand même, gagner au début, c'est la pire des choses qui vous arrivent, parce qu'il existe, et je trouve ça super intéressant d'aller découvrir ça, je ferai peut-être une vidéo spécifique sur ça, c'est ce qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, alors il est assez complexe, hein, je ne vais pas l'expliquer totalement, mais vous avez un phénomène qui vous arrive quand vous êtes gagnant, c'est que vous vous dites, bon bah c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, je comprends, je connais, je sais. Et à vrai dire, ce que l'effet de Dunning-Kruger a deux phénomènes, c'est qu'il y a deux choses que vous ne savez pas. C'est un, que vous ne savez pas, malgré le fait que vous pensiez que vous le savez. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant de savoir. Alors, j'ai essayé d'expliquer un peu mieux les choses. C'est que tout simplement, vous avez dit « Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris le système, etc. Et ça va marcher ailleurs. » Et finalement, ça ne marche pas ailleurs parce qu'il y a eu tout un conglomérat de choses qui a fait que ce trade a fait la qualité d'eux. Et moi, il m'a perturbé, hein. Il m'a fait croire que j'avais trouvé. Hein. Je l'ai subi, cet effet, parce que nous sommes tous des hommes. Hein. Je me suis dit, ah, je me trompe, le fondamental, finalement, c'est pas terrible, blablabla. Et on me le sort encore, hein. Ouais, n'importe quoi, le fondamental. Ouais, ok, d'accord. Mais ceci étant dit, moi, les années ont continué. J'ai un peu dérivé à ce moment-là et je me suis perdu. Alors, j'avais gagné tellement d'argent que, bon, c'est pas... Financièrement, finalement, c'est une période exceptionnelle pour moi. Mais... en termes de construction intellectuelle, c'était pas la meilleure. Et l'effet Dunning-Kruger est très intéressant sur le phénomène que je pense avoir compris. À vrai dire, votre cerveau, il dit, j'ai compris, hein, je sais faire. Et vous allez à renouveler, et puis ça se passe pas du tout comme vous voulez, parce qu'il y avait un marché, il y avait pas mal de choses qui faisaient que, McPhee, il y avait un intérêt particulier sur le sujet, et il y a eu une sorte d'engouement. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en ce moment aux États-Unis une valeur qui s'appelle GameStop, sur laquelle il se passe un peu le même engouement. Alors, avec des manipulations de marché phénoménales comme les Américains savent faire, et faut vraiment pas vous dire que vous allez faire fortune sur des trucs comme ça, parce que c'est du loto. Et il se trouve que McPhee, quand on voit le graphique global, c'était du loto. Donc, vous éloignez d'un truc beaucoup plus sain, qui est beaucoup moins clinquant, beaucoup moins brillant, mais qui est beaucoup plus sain en termes de comportement et en intégrant le fondamental. Ça, c'est la première chose que je retiens a posteriori. Mais si vous êtes nouveau et que vous gagnez comme ça, vous avez cet effet de dire, bon, j'ai compris, je vais continuer, et finalement, c'était une hirondelle qui annonçait un printemps, et finalement, il a plu tout l'hiver, tout le printemps. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est vraiment très dangereux. Il faut vraiment que vous considériez que quand vous avez un gain, il faut qu'il soit de manière récurrente, assez régulière, et que vous ayez compris qu'il y a parfois des moments où il ne faut pas aller trader parce que vos éléments ne sont pas réunis pour pouvoir gagner en bourse. Et ça, à partir de ce moment-là, vous aurez compris ça. Vous verrez que le phénomène de faire le trade de votre vie, c'est une super anecdote que je vous raconte qui fait que il y a plein de gens compliqués, il y a plein de nouveaux qui vont arriver, qui vont s'abonner à la chaîne. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de vous faire comprendre que quand vous avez un événement exceptionnel comme celui-ci, il y a peu de chances qu'ils reviennent. Donc, vous n'êtes pas dans le vrai. Vous êtes dans un coup de peau, un coup de chance, etc. Que vous avez bien géré, techniquement, je l'ai bien géré. Fondamentalement, c'est une catastrophe. Mais voilà. Et il faut retenir une chose de ça, c'est que est-ce que je suis en cohérence avec tout le processus que j'ai mis en place, que j'ai appris, si vous faites la formation que je propose, ou si vous avez mis vous-même en place quelque chose qui vous permet de dire, ouais, c'est bon, ma récurrence commence à être intéressante. Et c'est là que vous pourrez dire, ouais, mon système marche bien et mes victoires sont pas dues au hasard. Ça, c'était une victoire au hasard. Et c'est vraiment le plus dangereux. Et il faut surtout pas vous laisser porter par ce genre de choses-là. Donc, retenez bien que quand vous faites un trade exceptionnel, ça reste un plaisir effectivement financier, un plaisir pour son propre ego, mais faites-y attention à votre ego. Vous n'avez pas acquis pour autant tous les mécanismes de la bourse. Vous avez peut-être suivi un gars et puis il avait une bonne idée et puis finalement c'est parti comme n'importe quoi. Mais est-ce que vous êtes vraiment dans la duplication de ça? Ça, c'est la première question à se poser. Et faites attention au fait de croire que vous savez alors que finalement vous ne savez pas. Ce fameux effet Dunning-Kruger, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que vous êtes
franchement, il faut des années hein, pour comprendre la bourse. Il faut des années et se former ne fait que accélérer le moment où vous allez apprendre, mais il faut vraiment des années. Donc celui qui a 1 an, 2 ans d'ancienneté sur les marchés, 3 ans, même celui qui n'a pas encore sorti vraiment du problème de 2020, est-ce qu'il est vraiment formé? C'est pas gagné. Et à partir de ce moment-là, si vous comprenez cette notion de temps dans la formation, vous allez vous rendre compte que ah ouais, il me positionne, ouais, j'ai 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que j'en fais, il considère que je suis nul. Non, je considère pas que vous êtes nul, c'est que vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas encore aguerri. Et à partir de ce moment-là, si vous avez eu des comportements comme ça, c'est qu'il y a peut-être le phénomène l'effet Dunning-Kruger qui est juste derrière. Donc attention à tout ce qui est la psychologie, de croire que vous avez compris, alors que, à vrai dire, vous ne savez pas. Et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est à un moment donné, beaucoup plus tard, que vous vous rendrez compte que là, ça y est, vous maîtrisez tout. Et ça demandera beaucoup de temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet d'humeur sur ce petit exemple de trade de ma vie hein, qui m'a perturbé pas mal dans ce que je faisais, qui m'a remis en question sur ce que je faisais. Mais finalement, non, j'avais raison. Il faut bien faire comme je fais. C'est mon environnement, c'est celui qui me fait gagner de manière régulière, beaucoup plus modestement finalement et beaucoup moins clinquant, mais qui est beaucoup plus régulier et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis quand même la chance de pouvoir avoir une méthode qui me porte depuis longtemps et qui me fait vraiment plaisir sur mon portefeuille boursier. Voilà, si vous avez apprécié ce billet, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre votre commentaire sur ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications des futures vidéos de la chaîne. Voilà, on va enchaîner avec la partie habituelle de la vidéo hebdomadaire, ce sera la macroéconomie. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Vous allez voir aussi que les marchés n'ont pas spécialement réagi, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà connues. Allez, on attaque la macro tout de suite, allez c'est parti. Allez, c'est parti avec lundi où on a eu beaucoup de chiffres sur les PMI. Hein. Donc, je rappelle que les PMI, ce sont des statistiques qui sont relevées auprès des directeurs d'achat des industries diverses et variées de chaque pays. Et donc, les directeurs d'achat ont tendance à donner des indications qui sont en avance sur le cycle économique, ce qui permet de vous donner une perception du futur de l'économie du pays. Et on a un peu tout le monde qui a donné ces chiffres, et la France notamment, la France qui... Voilà, alors PMI, à vrai dire, quand on est en dessous de 50, on est en contraction, et quand on est au-dessus de 50, on est en expansion. Donc, à vrai dire, là, on est sur des chiffres allemands et français qui sont plutôt en contraction, mais qui ne baissent plus. Regardez bien, on était à 42,5 en Allemagne, on est maintenant à 45,4, et c'était prévu ça à peu près. Pareil pour la France, c'était à peu près prévu, on a eu ce qui était prévu, et ça est aussi en train de remonter, donc ça baisse moins fort. Faut être très relatif sur la chose, hein, puisque ça baisse moins fort, c'est toujours ça baisse, quoi. On n'est pas en expansion. Donc ça c'est pour les chiffres de mai, et c'est sur le manufacturier, puisque vous avez aussi le non manufacturier qui correspond en gros au service, et le manufacturier c'est plutôt l'industriel. Donc l'Allemagne est quand même plus important, le chiffre allemand est quand même plus important que le chiffre français, mais voilà, ils sont globalement un peu moins mauvais, comme je le dis depuis longtemps. Je pense que l'Allemagne est à son bottom. La question c'est que maintenant côté en bas, quand est-ce que tu remontes? Et pour l'instant c'est pas trop ce qui se présente devant nous. Et aux États-Unis, on a eu le chiffre aussi un peu plus tard dans la journée avec un 51,3, un peu mieux que prévu, hein, et surtout très au-dessus du 50. Le 50 c'est les QI. Et on repart en expansion potentielle sur la partie manufacturière. Et on a donc plusieurs indicateurs sur le même type de statistiques. Et on a un indicateur qui est fait de l'ISM. Alors je pourrais vous préciser ce que c'est, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Mais il est très important, l'ISM. Il est assez suivi. Je pense qu'il est même plus suivi que le précédent. Et lui est en légère contraction. Donc on était à 49,2, on descend à 48,7. Donc c'est plutôt mauvais. On recoupe des chiffres très 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 importants, hein, donc et puis il y a quand même, on peut le dire, un ralentissement économique aux États-Unis. Je rappelle, hein, je vais vous le dire tout le temps jusqu'au trimestre 3, mais voilà, moi je fais un pari sur l'idée que le trimestre 3 américain sera en négatif pour des raisons de momentum, et puis aussi des raisons que voilà, le ralentissement économique qui devait arriver, c'est un ralentissement, c'est-à-dire que la courbe est montée fort et puis maintenant elle monte plus fort, mais elle ne baisse pas. Hein, qu'on soit très clair, elle est là peut-être en légère régression, mais c'est pas grand-chose. Et c'est très bon pour les problèmes d'inflation globaux, et c'est aussi très bon pour l'idée de peut-être à un moment donné, je dirais, baisser les taux d'intérêt, même si vous savez que sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo sur mes scénarios, et mon scénario tient toujours, et il semble, on verra ça sur la fin de cette semaine macroéconomique, on verra que visiblement, je vais gagner peut-être mon pari, enfin en tout cas, il est en train de se gagner tranquillement. Allez, une baisse d'auto peut-être aux US en décembre, et encore c'est pas gagné, mais moi je vois pas, sauf réaction politisée,
mais économiquement, il n'y a aucune notion de baisse de taux aux États-Unis, et vous verrez qu'on va compléter l'information dans la suite des chiffres que je vais vous donner cette semaine. Allez, mardi, on a une évolution du chômage. Alors, ça, c'est important quand même. Hein. Regardez bien, on avait une évolution du chômage allemand qui est passée de 7 000 prévus. Alors, on avait 10 000 de faits de chômeurs, d'évolution du nombre de chômeurs, et on a augmenté de 25 000 au lieu de 7 000. Donc, quand même assez fort en Allemagne. Et oui, les chiffres sont pas bons. On a le bottom économique, mais pendant ce temps-là, ça licencie, ça baisse les voiles, et faut que ça rebondisse vite, hein, sinon le chiffre peut s'emballer, il faut faire attention. Alors, il peut s'emballer, hein, qu'on soit clair, on n'est pas une chaîne négativiste, il y en a assez comme ça ailleurs. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec le premier des chiffres importants aussi sur la partie emploi, puisque, bon, alors les PMI étaient importants cette semaine, mais il y avait aussi tous les chiffres, je dirais, de l'emploi, et notamment l'emploi américain. Et le premier des critères, c'est le rapport Jols. Alors, le rapport Jols, c'est un rapport extrêmement touffu, hein, qui est très complet et qui a beaucoup plus d'informations que le seul chiffre que vous voyez là. Mais le chiffre que vous avez ici, c'est le nombre d'offres d'emploi. Donc, c'est la dynamique de recherche de salariés sur le continent, sur le pays, sur les États-Unis. Et donc, on avait prévu 8 370 000, on fait 8 300 000 de moins. Donc, il y a moins d'offres. Ça veut dire qu'il y a quand même un ralentissement de la proposition de travail aux États-Unis. C'est pas un bon chiffre, ça veut dire qu'on va avoir certainement un peu moins d'emplois aux États-Unis à venir. On verra dans le rapport NFP de fin de semaine, qui est très important, qui lui est la création d'emplois. Si ça a un impact immédiat, mais vous verrez qu'il y a toujours un petit décalage normalement entre les deux. Alors si ça se maintient au-dessus du million, je vous le dis quand même, rapport Jols, c'est pas une catastrophe. Intéressez-vous à ce rapport-là, il y a plein de choses, hein, ceux qui aiment beaucoup la macro, penchez-vous sur le rapport Jols, vous allez voir, c'est passionnant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chiffres autres que ce chiffre brut que vous avez là. Mais en tout cas, celui-ci, il est important et le marché le regarde. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec mercredi, où la deuxième salve des chiffres des PMI a été mis en place, puisque c'est la partie service. Après le manufacturier de l'indice, c'est les services. Et donc, la France, on est en contraction maintenant. Hein, on était encore à 51,3 la fois d'avant, et là on a basculé en négatif, donc il y a le ralentissement, on le subit. C'est pour ça que la baisse des taux d'intérêt est absolue en Europe, et vous allez voir qu'on aura la réponse sur le jeudi, puisque c'était jeudi qu'on avait la réponse sur ce sujet-là. Sans surprise entre nous. Et on a ensuite, je dirais, on va faire tous les PMI, tiens, les USA, les PMI services, donc 54,8, un fort rebond qui était prévu et qui a fortement rebondi. Et l'ISM a donné la même tendance, ça c'est super intéressant que l'ISM ait donné ça, puisque nous étions à 49,4 et prévu 51, et ça fait 53,8. Donc gros rebond sur la partie non manufacturière, je dirais que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc voilà, et l'Allemagne n'est pas dedans, tout simplement parce que c'est moins important en Allemagne, donc c'est bien la France en Europe qui est importante sur les PMI services. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, on voit toute la dichotomie entre les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on est en train de réduire fortement la voilure sur la partie service, notamment en France, et j'ai envie de vous dire partout en Europe, alors qu'aux États-Unis, voilà, il n'y a pas de baisse. Donc, les réactions de taux d'intérêt, j'ai envie de vous dire, elles sont naturelles de ce qui va... Enfin, c'est obligatoire, vous avez les conséquences simplistes que il faut baisser les taux en Europe, et il faut pas les baisser aux États-Unis, tout simplement. Voilà, on a la réponse. Et vous savez, des gens me disent ouais, tu vois bien les choses. Non, c'est pas je vois bien les choses, c'est que je connais les mécaniques qui font ça coule de source. Et là, voilà, ça me paraît assez évident que le retournement des taux d'intérêt sur les États-Unis, il n'est pas encore ici. Allez, on va aller voir aussi un autre chiffre qui est la création d'emplois agricoles ADP. C'est un chiffre qui est mauvais, entre guillemets, mais je vous répète, à chaque fois c'est la même chose. Alors pourtant, c'est une stat 3 étoiles, hein. Il y a des stats 2 étoiles, 1 étoile, etc. Mais c'est une stat qui est pas fiable. C'est pas fiable, et vous allez voir qu'elle a encore eu raison, ces stats. Enfin, on a encore raison de dire qu'elle est pas fiable, vu ce qui s'est passé sur le NFP en fin de semaine. Donc voilà, on ne prend pas en compte l'ADP qui n'est pas fiable dans le temps. Et puis on a, j'ai envie de vous dire, une première réaction intéressante sur les taux d'intérêt qui s'est passée au Canada. Le Canada a baissé ses taux de 0,25 points. Décision intéressante, puisque vous allez voir que le lendemain c'était le tour de la BCE, et sans surprise ça va suivre derrière. On a donc, je disais donc les PMI, ça on l'a vu comme ça, et c'est jeudi, on va remonter tout de suite, voilà.
Donc c'est jeudi qu'on a eu la réponse de la BCE par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc le taux, tous les taux ont été baissés, hein. Il y a plusieurs taux, hein. Il n'y a pas que le taux d'intérêt directeur, hein. Il y a des taux de facilité de dépôt, il y a plein de taux. Tous les taux ont été baissés, tous. Donc à partir de ce moment-là, c'est une vraie baisse de taux globale générale sur l'Europe. Qui est vraiment lancé. Alors je sais pas si le marché est surpris ou pas surpris, mais moi ce que j'ai vu en réaction de marché, c'est absolument rien. Donc on baisse de 0,25 points sur l'ensemble des taux de la BCE de l'Europe et pas de réaction de marché. Donc c'était pricé, c'était prévu, pas de surprise, tout va bien. On observe un peu ce qui se passe et on enchaîne par la suite. Donc à vrai dire, c'était tellement prévu qu'il y avait vraiment pas de surprise à avoir. Je pense qu'on continuera, hein. Je ne sais pas trop vers quoi vont les analystes, mais les analystes sont tellement plantés depuis tellement longtemps que voilà, moi je les écoute plus, je fais mon ressenti et surtout je les écoute plus du tout. Ça m'évite d'avoir des biais psychologiques. Moi je regarde avec ma petite tambouillette à moi et il se trouve que ça peut faire sourire des gens, mais il se trouve que le petit mec là au fin fond de la cambrousse là, il voit un peu mieux les choses se faire que les grands analystes banquiers de la JP Morgan ou de Société Générale. Donc à un moment donné, voilà, moi j'écoute plus ces gens-là. Je fais mon analyse et puis voilà, je suis plus fiable qu'eux. Donc à un moment donné, voilà quoi, tout simplement. Moi je pense qu'il faut qu'on continue. Je sais pas si elle va continuer. Vu les chiffres qu'on a vus avant, pour moi ça va continuer et il faut s'attendre à une nouvelle baisse de taux. Je sais pas si on en aura une en juillet ou en septembre, mais pour moi, il en faut au moins 2 autres. Il faut qu'on retombe en dessous de 4 là, à mon avis. Fin d'année. Allez, on fait un petit pari. Allez, entre 3,75 et 3,50 à la fin de l'année, ce serait pas mal, quoi. Mais il faut vraiment baisser la voilure. Enfin, 3,50, ça ferait faire baisser d'1 point, ça ferait 4 de diminution. Ah, c'est peut-être pas le cas. Enfin, si c'est pas en décembre, ça pourrait être en janvier-février. Bon, sauf relance de l'inflation, sauf évidemment des éléments qui nous ferait invalider le sujet, mais pour l'instant, moi, il faut baisser les taux, et elle a commencé à le faire, elle avait déjà annoncé vaguement la chose la fois d'avant, donc on n'a plus qu'à constater l'enchaînement des choses, et ça fera monter les actions qui sont sensibles au taux d'intérêt. Allez, on enchaîne avec la suite de la semaine. Alors, c'était important, c'était le discours de Christine Lagarde, hein, mais je vous dis, les marchés n'ont pas bougé, donc il n'y a pas eu de surprise, elle n'a pas renversé la table sur le sujet. Voilà pour ce jeudi, et vendredi on a enchaîné avec le chiffre important de la semaine, hein, qui est vraiment l'un des plus importants sur la macroéconomie mondiale. C'est la création d'emplois sur le secteur non agricole, le non-farm payroll, le NFP. Et le NFP, il était prévu à 182 000, on venait de 165 000 et on a fait 272. C'est très souvent depuis quelques mois, je dirais même depuis 2 ans, qu'on a un chiffre qui est supérieur à ce qui est prévu, ce qui prouve bien que l'ADP est toujours aussi nul et que la baisse des offres d'emploi n'a pas créé une baisse des créations d'emplois. Ce qui veut dire que pour l'instant, l'impact, entre guillemets, hein, l'impact d'une baisse des offres d'emploi n'aurait pas de conséquences sur l'emploi américain. On est toujours tendu, hein, sur la partie emploi. Donc et à vrai dire, ce qui est important dans l'histoire, je comprends pas d'ailleurs qu'on ne le met pas plus en avant dans les discours, mais ce qui est important, c'est la conséquence sur l'augmentation du salaire moyen horaire, qui était de 0,2, qui est prévu 0,3 et qui fait 0,4. Et ça, c'est pas très bon pour l'inflation, parce que là, c'est vraiment de l'inflation embarquée et structurelle qu'il y a derrière. Donc voilà, quand les salaires montent trop fort, c'est pas une bonne chose. Il faut que ça soit en cohérence avec une globalité d'indicateurs, et là, c'est pas trop le cas sur le sujet. Bon, ceci étant dit, le taux de chômage remonte légèrement et commence à monter régulièrement. On était à 3,7, on est monté à 3,8, 3,9, là on est à 4. Donc voilà, hein, attention, taux de chômage, faut pas qu'il monte trop fort non plus. Mais bon, je vous le dis, je répète, et je vais en terminer là-dessus. Je pense que quand même le taux de chômage ne pourra pas monter très fort avec une pyramide des âges qui est comme elle est. Et c'est comme ça que je vais en terminer. Crise ou nette, non. Enfin oui, crise ou nette si vous voulez, mais pas une crise économique, rien du tout. Alors baisse des marchés qui serait en train de pricer une baisse des bénéfices des entreprises suite à un ralentissement économique plus fort que prévu. Ça peut arriver, mais c'est pas le scénario. Je dirais que c'est pas mon scénario pour l'instant. Pour l'instant, on est dans une correction tranquille. Les marchés voient aussi que ça réagit. On voit que les banques centrales ont gagné leur pari, hein, clairement. Hein. Moi, j'ai assez basculé sur le sujet. Ils ont fait des grosses conneries en 2021, mais là, je pense qu'ils ont fait vraiment les choses. Et c'est tout l'intérêt de ce qui se passe en ce moment, c'est que les banques centrales ont vraiment rattrapé leur erreur et l'ont bien fait avec beaucoup d'intelligence. Et on peut pas
accuser tout le temps les gens d'être mauvais. Si parfois ils sont bons, ils sont bons, puis des fois ils font des bêtises. Et qui n'en a pas fait? Voilà, jetez donc la première pierre, les premiers qui n'en ont jamais fait. Voilà pour la partie macroéconomique. On va enchaîner sur la conséquence sur les indices. Vous allez voir que c'est un peu disparate, mais je trouve que techniquement, on a des choses qui sont intéressantes puisque on avait fait des petites suppositions et elles sont en train de se réaliser. Donc c'est toujours intéressant de voir que entre ce qu'on ressent et ce qui se passe, eh bien il y a une corrélation et c'est quand même intéressant pour les traders. Allez, c'est parti, on va aller voir les indices tout de suite. Et on attaque par notre cacounet préféré, le CAC 40, et on est sur du mensuel. Et mensuellement, on a, ça fait un moment que je vous disais, ça fait 4 mois là qu'on est ici, je vous disais, ça risque, le sell in May and go away risque de pas se faire, c'est plutôt un stay in May et pas go away. Le marché risque de latéraliser, et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Et j'ai mis à jour, alors je vais vous faire un truc technique, j'ai mis à jour légèrement ici le canal, le haut du canal, de ce grand canal très long terme qu'on avait, tout simplement parce que là on est vraiment pile poil dessus, et ici on cherche un petit peu le point de cet axe là, et je l'ai modifié, j'avais mis un petit peu différemment, et j'ai mis juste au-dessus des bougies ici, et du coup je me retrouve mais pile poil, hein, c'est au centimètre près, c'est pile poil les chiffres, et ce qui fait que les traders ils bossent ça veut dire que tant que vous êtes au-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de retournement de marché. Et ça, c'est très clair sur le sujet. Et donc, sur le mois de juin, pour l'instant, on a été touché la borne basse. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas le voir remonter au niveau de la borne haute. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir, c'est plus clair. Alors, je vous le dis tout de suite, j'abandonne le CAC 40 GR. On a vu qu'il y avait quelques petits écarts. C'est plutôt le CAC 40 maintenant qui reprend ses droits. On est en juin. Et voici en hebdomadaire ce qu'on avait tracé. On avait tracé un couloir qui s'avérait être bon, dans le sens où il a fonctionné un certain temps. Et puis là, il a été cassé. On est en train d'essayer de travailler pour peut-être revenir dessus. On n'y arrive pas. Bon, j'ai envie de vous dire, ce couloir, il est un peu obsolète maintenant. On va le laisser encore un peu, mais j'ai envie de vous dire que pour l'instant, il est plus vraiment d'actualité. Ce qui est intéressant, par contre, c'est effectivement, là, regardez bien, j'agrandis exprès. Hop, vous avez vu, c'est chirurgical. Le point 7915 devient stratégique. Donc à partir de ce moment-là, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. On va juste le mettre en vert maintenant parce que ça devient un support clair. On va le mettre en vert et on va voir s'il tient dans le futur parce que c'est vraiment un support très long terme. Voilà, ça c'est fait. Donc on se retrouve dans une situation où voilà, on est en train de soutenir comme ça. Ça rachète à chaque fois. Ici ça rachetait, ça avait rebondi. Ici ça rachète. Donc j'ai envie de le scénario. Alors la semaine est clôturée. Donc j'ai envie de dire pas d'alerte pour l'instant. La borne ici va être intéressante. On va la noter tout de suite si vous voulez bien. Voilà, on est clairement entre 7915 et 8255. Et tant qu'on est là-dedans, c'est neutre. Neutre à tendance haussière. Pourquoi tendance haussière? Parce que tout simplement, hop, j'agrandis. Voilà, on est dans une tendance haussière avec une redistribution ici. Et tant qu'on ne passe pas en dessous, eh bien on ne retombera pas, c'est haussier. Voilà pour le sujet. Donc j'ai envie de dire, des gens qui ont des portefeuilles long terme, pour l'instant il n'y a pas d'indication de retournement de marché plus que ça. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on est sur des bougies rouges depuis un certain temps. Voilà, donc on a le droit d'avoir des bougies vertes aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est, regardez bien, on clôture la semaine précédente ici, on rouvre très haut et on revend. Mais finalement, c'est racheté. Donc voilà, il y a une psychologie dans cette bougie qui est assez intéressante. On aurait pu avoir l'inverse, mais alors c'était racheté en fin de journée vendredi, qu'on soit clair par rapport à ça. Voilà pour le CAC 40. On va enchaîner avec le DAX, voir un peu s'il se comporte de la même manière. Et notre DAXounais, je vous rappelle que je vous avais dit, il faut qu'il aille me toucher la petite oblique ici pour qu'il valide ce canal. Et donc j'étais un peu sceptique ici de ce qui allait se passer. On y a quasiment été. Alors est-ce que la semaine prochaine on aura de nouveaux contacts qui sera validé pour repartir? J'en sais strictement rien. Parfois c'est pas tout à fait au point près. En tout cas, ce qui est sûr, peut-être que sur les futurs, ça a touché. C'est même quasiment sûr que ça a touché. Donc peut-être que sur les futurs, on a le contact parfait sur le DAX. Bon voilà, RAS, c'est juste en train de redistribuer. Il n'y a rien sur les marchés qui nous disent qu'on est en train de se retourner, contrairement à tous les vendeurs dont j'ai dénoncé les choses depuis bien longtemps. Allez, on va aller voir les États-Unis, voir ce qui se passe. On avait le Dow Jones qui avait fortement baissé. On va voir s'il remonte fort ou pas. Alors, on était en daily quand je vous avais raconté ça. Je vous ai dit, regardez bien ici, machin, ça va peut-être rebondir au moment où j'enregistrais la semaine dernière. Et bam, c'est reparti très fort.
c'est remonté de 38 200, hop, j'agrandis, c'est remonté ici de 38 200 au moment où j'ai enregistré la semaine dernière, et on est monté jusqu'à 39 100, et puis là, ça fait une bougie bien dégueulasse, donc à mon avis, ça va redescendre, et c'est un peu le scénario que j'ai dans cette idée de peut-être de retournement de marché aux US, c'est que ici, à mon avis, on va travailler là. Et là, cette bougie-là, elle est en train de dire, moi, j'ai pas envie d'aller plus haut. Donc ça peut, hop, j'aurais agrandi, ça peut aller travailler dans ce niveau-là, entre 39 100 et 38 200. Et si ça traîne ici un moment, c'est pour aller casser, aller chercher, hop, ici un peu plus bas. Allez, je vous fais voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est un peu moins clair. C'est pour ça qu'en daily, c'est assez intéressant. Voilà, donc en hebdomadaire, on est ici. Malgré tout, autre information qui peut dire que j'ai tort, hein, c'est que cette bougie-là, elle a été rachetée. Mais il y a une mèche au-dessus là. Voilà, donc ça s'appelle une bougie d'incertitude, contrairement à celle-ci qui est une bougie de retournement. Mais voilà, moi je le sens pas trop cette histoire. Pour l'instant, je le sens pas trop. Donc bon, pour l'instant, on a vu les supports sur le daily qui sont là où ils sont. Ouais, je serais quand même assez partisan de l'avoir. Tu vois, là on est fin juin, peut-être début juillet, là mi-juillet, peut-être aller retoucher par ici. Et ça n'a rien de gravissime. Hein, c'est 2000 points sur le Dow Jones, c'est strictement que dalle. Allez, on attaque, on enchaîne avec le Nasdaq 100 qui devient un indice pas intéressant pour un million de raisons, et notamment parce que Nvidia est en train de prendre trop de place. Allez, on va aller voir quand même ce qu'il donne. Et notre Nasdaq 100, en daily, voilà, on avait un couloir qu'on a bien respecté, on avait fait une chute, ça a été racheté avec pas mal de surprises, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est toujours assez surprenant parfois la bourse, et ce mouvement, il est pas stoppé. C'est évidemment nos amis Nvidia qui tirent vers le haut, et j'ai presque envie de vous dire, il y a une oblique qui est en train de se mettre en place. On va la noter parce que j'ai l'impression qu'elle va avoir du sens dans le futur. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, est-ce que j'ai un couloir là? Non, j'ai pas le couloir. Donc voilà, sur le Nasdaq, on en est rendu là. Et c'est toujours haussier, c'est insolent, mais à vrai dire, ça tient sur 2-3 valeurs, donc c'est un peu du n'importe quoi. Nasdaq 100 commence à me gêner, mais bon, en même temps, il emmène le marché, il lui donne un sentiment plus d'une certaine positivité. Et on a clôturé au-dessus de 19 000, c'est la première fois de l'histoire qu'on est au-dessus de 19 000, vous inquiétez pas. Un jour, il ira chercher le 20, et puis le 25, le 30, etc. Le Nasdaq 100, il est structuré de telle manière à ce que ça monte tout le temps. Bon, après, ça peut faire un crack entre les deux. C'est pas interdit non plus. Voilà pour nos amis les indices américains et européens. Alors, globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est haussier. C'est que sur l'Europe, on est en train de redistribuer. C'est pas une constitution d'indices qui est tout à fait pareil. On voit alors, Europe plutôt latéralisation, le Dow Jones qui s'est bien tassé. On voit que le Nasdaq lui monte, mais le Nasdaq n'a plus vraiment de sens en soi-même. Donc voilà, on a une situation qui est plutôt saine et toujours Goldilocks, qu'on soit très clair. Alors, Goldilocks, oui, c'est voilà, tout monte, enfin tous les éléments macroéconomiques sont pour la montée. Donc voilà, quand j'entends des gens dire ça va se casser la figure, quand est-ce qu'elle craque, il y a quelqu'un qui m'a écrit un truc sur le CAC 40 qui allait craquer, machin, enfin je fais des émissions sur le fait qu'il faut arrêter d'être négatif, et les gens ils me posent des questions sur le crack qui va arriver dans 3 jours. Enfin, je sais pas, mais enfin bon, bref. Vous voulez absolument avoir peur, continuez à avoir peur, mais moi ça sera pas mon cas. Voilà pour la partie indicielle. On va enchaîner si vous voulez bien avec vos valeurs. Très intéressant, tout ce qu'on m'a donné. Il y a eu pas mal de valeurs cette semaine. On va bosser pas mal le minier dans l'histoire. C'est intéressant. On va voir qu'il y a des choses assez sympas. Il y a des gens qui ont vraiment ils sont assez perspicaces dans la recherche des valeurs qu'ils font. Et ça, c'est intéressant. Allez, on va voir ça tout de suite après le disclaimer et la biblio que vous regardez toujours aussi peu. Mais bon, c'est pas grave, je répéterai à chaque fois la même chose. Il faut l'étudier avant de me proposer un dossier. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Ray Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Ray Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Et puis je rappelle que je ne fais que des valeurs PEables et on va attaquer tout de suite avec le dossier que François m'a demandé. Il s'appelle Enel et on va en Italie. Donc on va regarder un truc très rapidement. Vous allez voir que c'est une valeur qui est intéressante pour une seule chose, les dividendes. Voilà, ce que je viens de faire, c'est que je viens de rajouter les dividendes dans la valorisation patrimoniale du dossier. Donc voilà, en gros, on est passé de patrimonialement de 1,25 à 6,73, donc à peu près, allez, on va dire 1 x 5. De telle manière à ce que vous compreniez que ce dossier-là n'est pas intéressant pour son graphique, mais pour le très long terme. Et ça peut rester très longtemps à ce niveau-là, parce que même si vous intégrez les dividendes, vous êtes haut. Vous êtes très haut et ça peut gigoter. Voilà, c'est passé d'un niveau ici entre 1 et 3 pendant qui est resté là pendant des années. On est jusqu'en 2017 et ici vous êtes en 2012. Ça dure 15 ans et après ça a décalé vers beaucoup plus haut et c'est en train de faire la même chose que là, ici. Voilà, et j'intègre bien les dividendes. En enlevant les dividendes, alors ceux qui comprennent pas, vous allez voir la vidéo sur les dividendes, vous comprendrez tout ce que je raconte et tout ce que je fais. Voilà, donc sans les dividendes, et c'est comme ça qu'on analyse la valeur, on a globalement, on est un peu au milieu du gué, ça peut aller plus haut, ça peut aller plus haut, c'est pas impossible, c'est un niveau, le niveau graphique 8,50, c'est un niveau intéressant, on est à 6,73. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais vous pouvez très bien retourner en bas, et c'est plutôt ce que je dis avec les dividendes réinvestis. On va la regarder en hebdomadaire si vous voulez bien, qu'on puisse bien comprendre les choses. Et voilà ce que j'ai tracé pour Enel, on est peut-être, mais j'ai l'impression que c'est pas mal ce que j'ai fait, dans un couloir haussier. Donc toi, il est haussier, donc c'est pas un souci, mais tu as pas mal d'oppositions qui se présentent à toi. La première que j'ai vue, c'est cette petite oblique là, ici, qui vient de loin et sur laquelle on bute depuis 2 fois. Et il se trouve que alors la semaine n'est pas tout à fait terminée, mais voilà, tu vois, t'es en train de te faire renvoyer ton T22, donc voilà. Donc, techniquement, clairement, moi j'achète pas. Il y a soit ça qui s'oppose, soit ça. Bon, visiblement, c'est la première qui s'oppose, ou le couloir haussier. Donc tu peux avoir une exagération dans un mouvement et puis après te faire renvoyer. Tant que t'es là-dedans, j'ai envie de te dire, cette borne-là, elle est haute, quoi. Donc c'est plutôt ici que ça se passe si t'es vraiment convaincu. Moi, je te le dis, je sais très bien ce que vont dire certains analystes. Ils vont dire, ouais, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Mais un vendeur d'électricité, est-ce que c'est vraiment cher? Moi, je te le dis quand même. Enel s'en met bien plein les poches, beaucoup plus qu'avant. Mais ça a été pricé bien avant. Regardez, tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure? Et ben, c'est exactement ce qui se passe sur Enel, à mon avis. Donc voilà, il y a pas mal de dividendes. Oui. Est-ce que c'est à acheter sur ces niveaux de prix-là? Moi, personnellement, je dirais non. Mais effectivement, c'est un dossier qui peut être intéressant s'il rebaisse bien. Tu sais, les énergéticiens s'en mettent plein les poches. Généralement, il y a des rappels à la moyenne à un moment donné. Donc, faire très attention par rapport à ça. Voilà pour ce dossier. Merci Françoise. J'ai dit François tout à l'heure, c'est Françoise, c'est une femme. Excuse-moi de t'avoir écorché. Et on va passer tout de suite à la valeur suivante. Une autre italienne et qui s'appelle Recordati. Et c'est Julien qui me l'a demandé. Allez, c'est parti. Alors voilà, Recordati sur une longue période. Évidemment, celui qui a acheté tout en bas, c'est une belle entreprise. On est à x10 sur une période d'une dizaine d'années. 12 années. On va regarder avec les dividendes. Hop, ça a amélioré un petit peu le quotidien, mais ça n'a pas du tout d'intérêt particulier par rapport à l'autre d'avant qui était quand même beaucoup plus intéressante. Voilà, on est j'ai idée qu'on est dans ce couloir aussi avec cette borne basse ici. Donc t'es haut, t'es haut par rapport à ce couloir s'il est pertinent, mais tu vois bien que ici, ça n'a pas été cherché le sommet, donc c'est peut-être un début de gêne qu'on pourrait avoir sur le titre. Pas impossible, on verra bien si c'est le cas, mais c'est vrai que 3 fois se faire rejeter à 53,48, là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important ici. D'ailleurs, on va la noter cette résistance là, parce qu'elle est quand même assez effective. Et puis j'en ai une autre là qui vient de se mettre en place, qui me paraît assez évidente, c'est ici. On va mieux la voir en hebdomadaire, mais voilà. Donc tu vois, je suis un peu gêné par rapport à ça, et on va aller voir qu'en hebdomadaire, c'est un peu autre chose. Donc voilà, hebdomadairement, on a un dossier qui est quand même assez propre dans sa hausse là. Tu vois, il y a un couloir vraiment parfait.
hein, on peut le dire. On n'est pas loin de celui-ci, mais voilà, on est un peu loin. Il reste pas grand-chose, entre guillemets, hein, puisque tu es à 49 et on peut monter à 53, donc ça fait à peine 10%. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, sachant que le point d'invalidation, il est en dessous et qu'il est à peu près à la même distance. Voilà, ça s'appelle le risk-reward. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a eu... le point d'intérêt était ici, hein, on va dire. Tu vois, tu as un premier point d'impact, un deuxième, tu traces ton oblique, tu espères que ça y revienne, ça y revient à peu près, tu commences une première position ici, éventuellement une deuxième là, hop, j'agrandis, une deuxième ici sur une petite exagération, et puis bah hop, ça repart. Et là, tu fais un beau trade de, voilà, à peu près 25%. Ça a de l'intérêt. Mais tu vois, le scénario ici me paraît vraiment très cohérent. Si tu regardes bien, tu as cette oblique qui est intéressante. Elle est dépassée, mais on arrive sur le niveau de prix qui nous gêne là de manière mensuelle. On réintègre, on rebondit, on fait un pullback sur le même niveau pile poil, hein, de manière très violente, et on se fait renvoyer très violemment. Ça veut dire que là c'est fini, il n'y a plus de gaz et que le marché est vendeur de ce niveau de prix là. À partir de ce moment-là, ça va retoucher la borne ici, donc ça peut y revenir, mais pas plus. Hein. Pour l'instant, pas plus. Donc, il faut que ça travaille. Moi, personnellement, je suis, voilà, sans plus, c'est médical, hein, donc c'est pas non plus un mauvais secteur, mais le gros effet, on arrive de 36, hein, 36 à 53, je te laisse voir, hein, ça fait quand même un beau pourcentage de gains. Voilà pour Recordati, je te remercie pour cette valeur que tu m'as demandé de remettre, enfin, en tout cas, moi, je la suivais, hein, je la connais, et voilà, finalement, elle m'intéresse pas. C'est pas le top niveau de ce qui peut exister. Ça m'intéresse pas plus que ça, même si c'est une belle entreprise. Je rappelle qu'une belle entreprise n'est surtout pas une belle valeur. Ça peut être très différent l'un de l'autre. Voilà pour le dossier Recordati en Italie. On va continuer, si vous voulez bien, dans le sud de l'Europe. On va aller voir Caixa en Espagne. Allez, c'est parti. Et donc, voici la Caixa sur une longue période. Donc, on a un couloir pas très bien terminé en haut qui a été cassé vers le haut. Et donc, il y a une grosse accélération. Et c'est pour ça que, Philippe, tu me demandes si ça va continuer à monter. Bah, moi, j'ai envie de te dire que la réponse est dans le fondamental. Elle est dans dans la macroéconomie. Et la macroéconomie me fait dire, je l'ai dit il y a pas longtemps dans une émission sur Pépitor, j'ai dit, barrez-vous. Alors ça, c'est un avis, hein, qu'on soit clair, j'ai peut-être complètement tort, mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'achèterai pas de bancaire, et encore moins à ce niveau de prix-là. Alors, le logiciel que j'utilise là ne me permet pas de rajouter les dividendes, donc elle a beaucoup de dividendes, cette valeur, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter là. Il faut l'acheter en bas. Techniquement, on est haut, ça accélère fort, ça demande une correction. Alors, il y a deux solutions, hein, c'est que ça revienne ici, et que ça se fasse un point d'entrée long terme, mais je vous le dis quand même, les banques, pour que ce soit haussier de manière long terme, il faut qu'on ait retourné la table. Qu'est-ce qui a été retourné dans la table bancaire ? Ils ont toujours les mêmes contraintes, c'est toujours la même chose, il y a toujours les risques de défaillance d'entreprise. Enfin, moi personnellement, j'aime pas les banques, j'aimerais pas les banques, et je les aimerais en bas. Mais ça reviendra peut-être. Vous savez, je vais vous dire un truc, hein, je me suis mis à apprécier, à grand étonnement de mes abonnés, de mes élèves, pas des abonnés. Dynamic Invest, ils l'ont pas, mais mes élèves ont su que je me réintéressais aux EHPAD il y a 3-4 mois, hein, ou 5-6 mois, hein, donc voilà. Et quand on voit les rebonds qu'il y a actuellement sur certaines valeurs du secteur, on se dit que je vais peut-être pas tort de regarder ça à ce moment-là. Bon, bref, c'est comme ça. Il y en a, la bourse, c'est pas, c'est pas simple, quoi. Enfin, là, on va dire non, c'est pas ça. C'est pas simpliste. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Et les gens veulent du simpliste. Et quand ils veulent du simpliste, ils ont déjà creusé le trou de leur perte future. Voilà. Donc, concernant les banques, moi, je vous le dis quand même, les banques, grosse méfiance. Alors, Caixa, c'est une belle entreprise, ça rapporte plein de sous-sous. Vous savez, l'Espagne, c'est un super pays pour le secteur bancaire. Hein. C'est vraiment la Santander, c'est la plus grosse banque d'Europe. Voilà, non, les Espagnols savent très bien gérer le monde bancaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Allemands, eux, sont des nuls. Hein. Les gens croient que les Allemands sont bons dans tout. Non, ils sont pas bons dans tout. Ils sont pas bons en géopolitique, ils l'ont prouvé dans leur histoire. Et puis, ils sont pas bons non plus sur le financier. Enfin, il y a des scandales en Allemagne à cause d'une autorité qui n'est pas du tout au niveau de ce qu'elle devrait être. Vous savez, l'AMF, on la critique, mais enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus rigoureuse que nos amis allemands. Si ce sont des amis, bien sûr.
Donc voilà pour le trait. On va regarder en hebdomadaire si tu veux bien, mais tu vas voir que ça me valide encore plus que je te dis actuellement sur la manière que je règle globale. Et voici le résultat de ce que j'ai analysé graphiquement. Donc on a effectivement un dossier très haussier, il n'y a rien à dire. On était en 2020, il fallait acheter autour de 1,60 €. On est à 5 €. Tu rajoutes tes dividendes, c'est très très bien. On est d'accord. Mais sauf que là, qu'on soit très clair, déjà, techniquement, tu es complètement en haut. Enfin, voilà. Ça a déjà pris une claque. Là, ça rebondit, ça retourne chercher, ça redégaze ici. Moi, je te le dis, hein, il y en a qui s'en vont. Il y en a qui s'en vont parce qu'ils savent très bien que les taux d'intérêt que Christine Lagarde est en train de baisser, ça aura un impact plus ou moins à moyen terme. Pas court terme, mais pas long terme. Moyen terme, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui font que la bourse va anticiper. Moi, je suis vendeur de ça. Là, je l'ai crié haut et fort, je disais dans une émission là sur Pépitor, j'ai dit short bank. Short bank, ça veut dire vendre, être vendeur. Donc voilà, je sais pas si c'est le moment de le faire. En tout cas, il y a des points techniques, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Moi, personnellement, sur les banques, voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je rappelle que je ne donne aucun conseil. Vous en faites ce que vous voulez et on en reparlera. Il y a des gens qui notent ce que je dis et qui me le rappellent. Au fait, tu t'es pas te planté ici, tu t'es pas planté là. Bon, bah voilà, mais je me planterai, rassurez-vous, je me planterai. Mais oui, il y a des trucs que je vois. Là, je vous le dis, les banques, ça peut continuer à monter. Mais moi, de toute façon, je suis plus acheteur du tout. Voilà, il y a cette notion de risk-reward qui est importante, qui soit court terme et aussi long terme. Voilà pour la Keisha. Merci Philippe. Et puis Fabrice m'a proposé d'aller en Scandinavie. On va aller en Finlande. On va aller voir un dossier que j'avais mis dans les pépites, que j'ai enlevé un peu bêtement et j'aurais pas dû le faire. J'apprécie toujours. Il s'appelle QT Group. Allez, c'est parti. Donc voilà pour QT Group. QT Group, bon voilà, je crois que j'ai lâché plus ou moins là dans les pépites, mais vous allez voir. Tiens, pour information, on l'a acheté dans Dynamic Invest autour de 47,30. C'est juste ce prix-là. Ici, elle est toujours dans le portefeuille. Elle est à plus 80%. Voilà, ça c'est ce que fait Dynamic Invest. Voilà, je rappelle que les pépites, c'est juste un échantillon de ce que je fais. J'ai plutôt, c'est même pas 1/10 des valeurs qui m'intéressent en Europe. Donc vous devinez bien que vous n'avez que une face émergée de l'iceberg. Et encore, j'appuie sur le glaçon pour que vous en ayez un peu moins. Donc vous voyez, vous avez vraiment rien de mon environnement par rapport à tout ce que je fais à côté. Ouais, c'est mensuel là, la résistance. Donc mensuel égale, ça peut mettre des mois et ça peut retomber. Donc c'est un moment très dangereux techniquement. Il faut faire très attention à ça. On va aller voir en hebdomadaire. Tu vas voir que c'est assez clair sur le sujet. Voilà, donc en hebdomadaire, on voit bien la chute de 2022, le rebond technique. Je la rentre plus ou moins par ici. Je la sors des pépites là. J'ai fait une bêtise. Elle est remontée, elle est beaucoup plus haut. Voilà, Dynamic Invest là depuis le niveau de prix qui est ici. Et voilà, il s'est passé ça, tout va bien, etc. Moi, j'ai failli passer à l'achat ici, je l'ai pas fait, parce que mes abonnés, non, c'est pas mes abonnés, c'est mes élèves, je leur ai dit, vas-y, continue à descendre, ma cocotte, tu m'intéresses. Et puis, elle est pas descendue, donc j'espérais qu'elle aille plus bas, mais à vrai dire, les chiffres étaient bons, là, donc je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est la bourse, des fois, ils font des trucs bizarres. Ce qui est sûr, c'est que nous arrivons sur une zone hyper importante ici. Elle est bien travaillée, ça c'est clair depuis un mois. Tant que t'es en dessous, faut pas y aller parce que ça peut retomber ici, ça peut aller dans un crack, puisque tout le monde veut des cracks. Ça peut aller ici dans un crack, voire retomber à 48. Bon, moi j'y crois pas trop, mais enfin bon, on verra bien. Et je vais te faire le scénario, les différents scénarios qu'il y a de possibles. Donc retomber ici. Et là, faut tenter. Mais si ça casse, tu t'en vas. Trade raté. Deuxième solution, c'est ça casse, mais tu vas trouver l'oblique ici, te gêner rapidement. Le vrai scénario idéal, c'est d'aller au bout ici et d'aller acheter la cassure ici, parce que tu as plus d'amplitude ici que là. Si tu vas là, tu as un pullback potentiel qui devient un point super intéressant pour avoir plus d'amplitude et plus de certitude sur ton point d'entrée. Voilà comment ça se passe, à mon avis, sur ce dossier-là, tout simplement. Voilà pour QT. On va enchaîner sur le suivant. Et c'est Philippe qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Boliden. On est à Stockholm, on est en Suède. Et voilà, ça va être la minute, ça va être l'émission sur les matières premières et les minières, puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé des valeurs minières. Et vous n'allez pas être déçus du voyage, je vous le dis tout de suite. C'est génial, c'est super, ça monte. J'ai des commentaires qui m'ont dit ouais, voilà, tout monte, le cuivre, c'est l'avenir, le machin, etc. Blabli, blabla. Ok,
bah, c'est bien. Si vous êtes si sûr que ça de vous, bah, c'est formidable. Moi, je fais de l'éducationnel, hein, qu'on soit très clair. Moi, j'ai toujours vu les gamelles, les grandes gamelles se faire avec les certitudes. Donc, c'est pour ça que je vous alerte sur le sujet. Mais vous allez vite voir que j'ai un petit raisonnement qui va rapidement vous calmer sur le cuivre, le grand bonheur du cuivre. Ça, c'est déjà vous en entendez parler partout. Partout. Bah déjà, posez-vous les bonnes questions. Si France 2 a fait un reportage sur le prix du cuivre la semaine dernière, c'est le moment de se barrer, quoi. Et Bolindon monte, ok, bon bah oui, de manière, voilà, quand tu achètes les points bas, t'es à 19, tu montes à 517, c'est des amplitudes très importantes. On est en Scandinavie, c'est habituel. Voilà, on est tombé pendant le Covid, on est tombé à 147, voilà, c'est bien. x4 ici, ça a retombé violemment. Regarde la violence des coups. On est en mensuel, hein. Qu'on soit clair, hein, c'est assez impressionnant. Voilà, je t'ai mis une résistance ici. Je pense qu'on vient de la taper. Je pense qu'elle a elle a du sens ici. Elle est pas très propre au global, mais bon. Enfin, pas propre, c'est peut-être une zone, hein. Tiens, je vais la doubler. Tac, voilà, comme ça on verra, c'est peut-être une zone, on verra bien ce que ça donne, mais moi personnellement ça me plaît pas trop du tout ce qui se passe ici. Tiens, j'en profite pendant que j'y suis là, je t'en mets une autre en plus ici parce que je pense que le repli peut être intéressant. Allez, on va aller voir en mensuel, en hebdomadaire, ce que je vois graphiquement. Graphiquement, je vois ça. Alors je t'ai mis en pointillé cette oblique ici parce que je suis pas sûr d'elle. C'est des points qui sont pas tout à fait techniquement bons, mais ça peut rebondir, aller chercher ici, et puis après attaquer, tu vois, et respecter une oblique serait parfaite avec les 2 points hauts ici. Et puis tu te retrouves dans une situation compliquée. Voilà, donc je te la mets en pointillé, on verra bien dans le futur ce que ça donne sur le dossier Bolindon. Et bah tu vois, le repli est potentiel, c'est peut-être un biseau, un grand biseau qui t'emmènerait là c'est parfait, hein, qu'on soit clair, hein, en novembre 2025. Dans 1 an et demi. Voilà, il faut avoir la notion de temps. Sincèrement, le bon technicien ici, il voyait que c'était intéressant. Ici, il voyait aussi que ça pouvait rebondir. Là, il était vendeur. Là, il rachetait. Là, il voyait qu'il n'y avait pas à vendre. Ça c'est magnifique, ça, regardez bien. J'accélère, je reviens sur le niveau et je repars. Ça, c'est un pullback. Donc voilà, on verra bien. Ça a du sens, hein. Celle-ci, elle a vraiment du sens par rapport aux autres. Donc voilà. Moi, je te dis techniquement, là, mais le cuivre, arrêtez avec votre cuivre. Moi, je vous le dis, le cuivre est en train de donner un signal de retournement. Et pourquoi? Parce que le cuivre a toujours suivi l'activité mondiale. L'activité mondiale est en train de ralentir. Si elle ralentit, vous voyez ce que j'en pense. Donc, il y a des fois, je suis un peu sarcastique. Enfin, voilà, excusez-moi, mais je passe beaucoup de temps dans les vidéos, donc des fois, ça me fait du bien de me défouler un peu. Mais sincèrement, tous les gens qui vous racontent des trucs tous sûrs de eux, bah, c'est très bien. Les méga tendances sont là. Et effectivement, le cuivre en a besoin pour tirer des câbles, etc. On est complètement d'accord. Donc, ça va pas s'effondrer, mais on sait jamais. Et la chose qui est sûre, c'est que quand c'est en haut, bah, faut savoir partir. Et là, c'est en haut. Je pense que les signaux sur le cuivre sont très négatifs parce que techniquement, hein, je parle bien par rapport à ça, ça va emmener les valeurs cuivre vers le bas. Voilà pour information. Et puis bah, si j'ai tort, bah, j'ai tort, mais moi en tout cas j'achète pas quand je sais que les fondamentaux, notamment du cuivre, sont l'activité mondiale. Et l'activité mondiale, pour moi, elle va ralentir un petit peu. Il y aura besoin de plus en plus de cuivre dans le futur, mais il faut choisir ses points d'entrée. Et c'est évidemment, vous êtes tous des nouveaux sur cette chaîne, hein, qu'on soit clair. Hein. Il y a des gens qui me disent, ouais, je suis pas nouveau, moi, ça fait 1 an que je suis dedans. Si, t'es nouveau pendant des années. Et pendant beaucoup d'années. Et à partir de ce moment-là, si tu comprends ça, bah, je peux te certifier que là, enfin voilà, faut choisir son timing. Et moi, je vous le dis, hein, c'est mort sur ce secteur-là. Et donc, les minières, vous devinez bien ce que je vais vous en dire, même si, de toute façon, je les aime pas de manière stratégique, parce que c'est du cyclique. Le cycle économique, faut se poser des questions. Là, il est rendu aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va continuer avec une autre valeur. Merci en tout cas, hein, Philippe. On va aller avec Arnaud qui m'a parlé d'une autre valeur que je connais pas, c'est Balder. Allez, c'est parti. Et Balder, on est dans l'immobilier scandinave. L'immobilier scandinave qui est dans une situation, je dirais, un peu différente de ce qu'on vit, nous, sur le continent, enfin sur l'Europe. L'Europe centrale, enfin l'Europe de l'Ouest, on va dire, France, Allemagne, etc. On est plutôt bien remonté. On a remonté assez fortement puisqu'on est autour de 36 ici, on monte à 78, donc on a fait un x2. Ce x2, bah, c'est bien gentil, mais bah, le point bas était là, quoi. Donc techniquement, bah voilà, c'était ici que ça se passait. C'était une zone de prix intéressante, hein, tu vois, ça travaillait autour de 36. On venait d'un 120, on a divisé par 4.
Voilà, il faut savoir quand même que si tu penses que c'est de la foncière comme un peu chez nous, non, il n'y a pas de dividendes là-dessus. Donc ils distribuent pas de dividendes, donc ils n'ont pas les contraintes que l'on a nous, où voilà, les foncières distribuent du dividende. J'ai fait une vidéo sur les foncières, je vous laisse aller la voir. Vous allez découvrir plein de choses super intéressantes. Et moi personnellement, je m'amuse bien en ce moment. Mais bah techniquement, tu vois, je pense que le niveau de prix là, il a été clairement marqué par le marché, qui 79,80 là à peu près, 75, et on est en train de se faire renvoyer. Ce qu'il faut, c'est aller voir l'hebdomadaire, voir un petit peu comment ça a travaillé. Tu vas voir que on est borderline. J'ai tracé un couloir haussier, mais comme tu vois, j'ai mis des pointillés. Hop, j'agrandis pour que tu vois bien. Des pointillés en haut et en bas, donc c'est pas très clean. J'ai juste marqué comme ça parce qu'il y a un point ici, un point là pour les résistances. Ça a débordé là, mais c'est revenu plus bas. Et ici, c'est pareil, c'est pas très propre. Voilà, je sais pas si j'ai raison. C'est plus ou moins par là. Si tu y crois à fond que tu as vu quelque chose de super génial, bah écoute, t'es preneur, ça remonte ici, ça travaille, ça casse, et t'es super content, et ça va faire fois je sais pas combien, parce que si t'as vu l'historique, hein, il est assez exceptionnel. Mais bah moi j'y vais pas. Moi j'y vais pas parce que c'est pas dans les foncières il y a autre chose, et je l'ai déjà dit je crois dans la chaîne. Ne soyez pas exotique pour être exotique. Il y a des choses parfois il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, et moi je trouve que la France est très bien pour faire de l'immobilier. Ça reste un pays attractif quoi qu'on en dise, même s'il y a plein de soucis dans notre pays. C'est plutôt des soucis des gens que des soucis économiques. Enfin la France c'est quand même pas un pays du tiers monde. Des moments on se pose la question si les gens espèrent devenir des gens du tiers monde. Enfin bon bref, c'est comme ça. Pour l'idée globale de ce dossier-là, je vois pas l'intérêt. Voilà, tout simplement. Je vois pas l'intérêt, je suis trop loin, blablabla. Il y a des choses intéressantes sur l'Europe de l'Ouest. Hein. Moi, je suis plus France, Belgique, et ça s'arrête là par rapport à ce secteur-là. Mais en tout cas, je te remercie de me l'avoir donné. Bah, en tout cas, c'est une belle valeur sur long terme. Hein. Mais c'était, enfin voilà, il fallait être acheteur beaucoup plus tard, plus tôt dans le dossier. Et il faut les pépites, c'est pas facile à trouver hein, quand elles ont déjà bien grandi. Et puis je vois pas pourquoi elles grandiraient plus quoi. Voilà. Mais elle peut, hein. Mais voilà, techniquement, bah voilà, t'as un point d'entrée potentiel. Je te dis, hein, la journée là, on est vendredi en début d'après-midi. Waouh. La bougie d'aujourd'hui, elle est pas belle. Hein. Je te le dis quand même. Voilà pour Balder. On va enchaîner avec Jean-Pierre qui m'a parlé d'une valeur qu'il a appelée Epiroc et ça s'appelle Epiroc. Vous me faites des fautes d'orthographe sur les noms, vous me facilitez pas la vie. Enfin bon bref, essayez de faire attention quand même. Vous passez pas beaucoup de temps. Hein. Moi j'en passe plus que vous sur les dossiers là, donc vous êtes gentil, mais vous me faites un minimum l'effort sur ce sujet-là. Bon en tout cas, ça s'appelle Epiroc. On reste en Scandinavie et là vous allez voir qu'on parle encore de minière. Donc voici le graphique. Bon, il est haussier, hein, qu'on soit clair, avec une belle oblique ici qui a été bien marquée. Donc un repli ici sera intéressant pour cette valeur-là. Il faut faire attention quand même aux minières par rapport à ce que j'ai dit. Ceci étant dit, il faut faire aussi attention il y a un truc que je dis assez rarement, mais c'est aussi la zone de chalandise. La zone de chalandise essentielle de cette valeur, c'est non pas du tout la Scandinavie ou l'Europe, c'est l'Australie d'abord et ensuite l'Amérique du Nord. Donc à partir de ce moment-là, c'est là-bas qu'il faut voir s'ils creusent des trous et s'ils aiment ça. Mais l'idée qu'a Jean-Pierre, elle est pas bête. Elle est pas bête dans le sens où il a envie de s'intéresser à ce dossier-là parce que c'est un vendeur de pelles, mais on n'a pas besoin de pelles pour faire du minier. Hein. C'est évidemment qu'ils font des pelles, mais des pelles mécaniques, enfin des choses beaucoup plus sophistiquées. Mais l'idée du vendeur de pelles, c'est une super bonne idée. Donc à partir de ce moment-là, le dossier, il faut s'en intéresser. C'est un beau dossier. Hein. Qu'on soit clair, c'est un beau dossier, mais il est à son prix. À mon avis, il est à son prix. Alors, il peut avoir une exagération, mais je dirais le prix là est un bon prix de vente. Pas d'achat. Alors, tu vas me dire, oui, mais si ça monte dans le futur, bah, ça monte dans le futur parce qu'il y aura des choses dans la boîte qui feront qu'elle mérite de monter plus haut, mais en termes de valorisation, elle a son prix. Donc, si la boîte continue à grandir, le prix montera, mais par rapport à sa croissance, pas par rapport à sa valo. La valo restera chère, mais elle peut rester chère très longtemps en croissance, et c'est ça que les gens comprennent pas. À partir de ce moment-là, voilà, tu t'en fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire, faut être technique là-dessus, et puis tu verras bien, mais je serais plus preneur d'un petit repli. Je pense pas qu'elle se casse la figure beaucoup, quoi. Contrairement, je dirais, à des valeurs pro-minières avec exposition au cuivre, exposition à une matière première particulière. Là, on est dans le vendeur de pelles, donc lui, il profite du secteur en général, que on cherche du pétrole, du cuivre, du zinc, des slips et des chaussettes. Il faut creuser, et pour creuser des trous, il faut du matériel, et cette boîte-là le fait. Je dirais comme un Caterpillar ou autre chose comme ça. Hebdomadairement, par contre, je trouve que c'est techniquement super intéressant. Donc là, on est clairement, pour moi, ça c'est
j'agrandis, hop, ça c'est vendeur, hein. Qu'on soit très clair, c'est vendeur, même si ça rebondit, que j'ai tort, tant pis, hein. Moi je suis pas du tout acheteur de cette typologie de graphique. Et ce qui est super intéressant, j'ai tiré des parallèles un peu partout et tout marche nickel. La première, c'est tout en bas. Ensuite, il y a celle-ci qui est assez sympa. Et là, ça commence à vraiment se révéler intéressant. Une petite zone de retour qui serait assez sympa, 180 ici, 182. Ce qui prouverait que cette grande oblique long terme est moins intéressante. Alors peut-être avec une exagération comme ici, tu la retrouves ici. Ça peut être possible ça. Et surtout, et là c'est pour ça que je dis qu'on est peut-être sur du haut, c'est que regarde bien cette oblique là, par contre elle est très révélatrice. C'est assez... Alors, attends, j'agrandis, que tu vois bien. Tu vois, hein, celle-ci, je l'ai mis en pointillé parce que j'ai que 2 points de contact. Par contre là, j'ai plein de points de contact. Regarde, tac, tac. Ici là, tu vois, ça a travaillé nickel. Ça a été au-dessus et je casse. Et je reviens dessus. Et je repars. Ici 3 fois. Ici, je casse, je fais un break. Attendez, hop, regardez bien. Je fais un gap, un trou de cotation ici, et c'est vendu. Donc c'est une bonne boîte, ça, c'est des bons chiffres, mais il y a des vendeurs, ils veulent plus. C'est le bon prix, ça. C'est le bon prix. Voilà, c'est simplement le bon prix. Ici, donc attends-toi à un retour, c'est pas le moment, et tu auras peut-être l'opportunité dans les semaines, dans les mois qui viennent, de rentrer sur un dossier. C'est une belle valeur, mais faites gaffe à ces valeurs où on vous dit tous que c'est génialissime. Attention aux préconçus, il y a toujours des retours de bâton, surtout quand on est nouveau et qu'on n'y connaît entre guillemets pas grand-chose. Faut faire très attention par rapport à ça. C'est vraiment les pièges, j'allais dire les pièges à couillons, mais oui, c'est pièges à couillons. Et moi, j'aime pas. Longtemps, j'ai été couillonné. Maintenant, je le suis plus parce que je n'écoute plus. Enfin, je sais repérer les pièges. Voilà pour le sujet de ces valeurs. Et on a fait le tour. Maintenant, on a fait un petit peu le tour d'Europe, mais on n'a pas été en France. On a fait tout le tour, mais on n'a pas été en France. C'est très bien, c'est pas une mauvaise idée. On a eu pas mal de Français la dernière fois. Voilà, ça change un petit peu. C'est très bien, c'est très intéressant. Mais faites attention de ne pas aller trop à l'étranger, chercher de l'exotique qui n'en est pas. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Essayez de chercher pourquoi et faites du fondamental. C'est essentiel. Voilà pour le sujet. On va attaquer avec les pépites, mes valeurs, celles que nous étudions, que nous regardons toutes les semaines. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur le sujet. Allez, c'est parti pour les pépites à trader de Ricardo. Allez, c'est parti. Et la première chose qu'on constate, c'est que depuis la semaine dernière, c'est pareil, ça ne bouge toujours pas depuis la mi-mai en gros, hein. On est totalement stable. La correction qu'on a vue sur les marchés européens, on l'a pas vue du tout dans l'indice, donc il est encore en train de superperformer tous les marchés européens. Et puis évidemment le Nasdaq qui monte continuellement, mais ça devient vraiment un souci le Nasdaq, puisque en gros c'est Nvidia qui fait la pluie et le beau temps. Donc en gros c'est les pépites contre le Nvidia. Donc bon, on a perdu d'avance, hein, c'est clair. Donc voilà, faut que je réfléchisse à trouver un autre indice, mais le problème c'est que tous les autres indices sont très très inférieurs à l'indice des pépites. Donc je cherchais quelque chose qui soit à peu près équivalent et il y avait que le Nasdaq mais bon, à un moment donné ça devient compliqué. On verra, on essaiera d'étudier ça cet été à la mise à jour générale de l'indice des pépites. Voilà pour la situation actuelle. On va regarder vite fait la liste et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Et bien comme ça n'a pas beaucoup bougé, évidemment, il y en a qui montent, il y en a qui descendent et ça redistribue. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a nos Norvégiennes qui ont bien corrigé. Et oui, le fret maritime, c'est bien, mais il faut aussi faire attention à quand même à la technique. Nous, je vous le dis tout de suite, hein, sur le portefeuille Dynamic Invest, on s'est allégé sur le sujet au bon moment. Et on a, c'est assez rigolo d'ailleurs de voir que c'est parti regrouper, c'est qu'on a les 3 Allemandes juste derrière qui sont juste ici. Donc c'est quand même assez révélateur que quand on regarde un petit peu en fonction des pays, il y a des choses qui se passent et qui sont quand même intéressantes. Et on a en tête, on va regarder un petit peu le haut du classement maintenant, on a en tête une valeur dont on ne parle pas beaucoup, mais elle fait son petit bonhomme de chemin. Je l'avais rentrée, je crois, en tout début d'année, elle a fait 40% depuis, elle a fait plus 6 cette semaine, encore à son plus haut historique. C'est peut-être pas Nvidia, mais ça y ressemble quand même fortement, ça s'appelle Novo Nordisk. Et c'est au Danemark, c'est à Copenhague, et c'est la plus grosse capitalisation boursière européenne. Et vous savez quoi? Elle est dans l'indice des pépites. Quand on me dit que je fais que de la small, bah voilà, ça c'est la small, c'est la plus grosse valeur en Europe. Elle est bien au-dessus de LVMH, elle est en train de battre à plat de couture toutes les autres grosses valeurs, je dirais, sur l'Europe. Et elle va continuer, en tout cas je l'espère, mais je vois pas pourquoi elle le ferait pas. Dans le style autre grosse valeur, on a Essilor Luxottica qui a fait 1,70%. Depuis un mois, elle fait 2%. Bon, c'est plus mémère, hein, mais moi je vous dis, Essilor Luxottica, c'est super. Et je pense que techniquement, elle est à un niveau charnière. Hein, elle peut encore, si elle passe ce niveau-là, bah voilà, ce sera encore un plus haut historique. Et elle ira encore plus haut. Mais bon, pour l'instant, on verra un petit peu ce qui se passe sur Essilor. Mais Essilor, alors faut pas attendre de Essilor qu'elle fasse 15% en une semaine. Hein, si un jour elle le fait, ce sera
ce sera le titre de ma vidéo. Mais pour l'instant, non, il y a, enfin voilà, ici or c'est positif dans le indice. Je crois qu'il y a 5-6%, 7% de gains. Et moi je vous le dis, ce dossier-là, on en reparlera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je pense qu'il ira plus loin. Voilà pour Essilor. Et puis on a quelques valeurs qui continuent à bien performer. Un Paxman qui continue à monter continuellement. Pour ceux qui cherchent un plan de trading, bah, c'est compliqué parce que voilà, le plan de trading, c'était de la prendre et puis de la laisser faire. On verra bien. Et puis Kempower qui va un peu mieux. Bon, je vous le dis quand même, hein, je pense qu'elle est pas loin de certaines résistances qu'il va falloir passer. Et ça va pas être si simple que ça. Pour l'instant, Kempower, faut faire attention. Et on a une valeur qui, je vais terminer là-dessus, voilà, hein, je dis la même chose toutes les semaines, mais bon, Fountain Pajot qui est encore en train de remonter. Je vous avais dit, hein, 150 € l'objectif, on était à 105 quand elle est arrivée dans l'indice, elle est pas très loin, il manque encore un petit pouillem, voilà, on lâche pas, et sincèrement, elle va travailler certainement le niveau de 150 €, mais je pense pas que je la sortirai des pépites pour autant. Parce que je pense que le dossier mérite d'aller plus loin. On verra bien ce qu'il donne, on verra bien ce que le marché dira et on saura faire des plans de trading le cas échéant. Voilà pour les pépites. On va enchaîner avec le plan de trading. Le plan de trading, alors pour l'instant, je croise toujours les doigts, hein, ça marche quasiment à chaque fois. On va essayer de faire un plan de trading sur une valeur que j'ai déjà fait, un plan de trading. Alors, on les superpose, mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a 18 valeurs, hein, donc on peut pas toujours changer. Si je vais pas vous donner une valeur qui ne me convient pas techniquement, il y en a une qui me plaît bien, il y en a une qui me plaît beaucoup, et on va voir ça tout de suite. Alors, le titre en question a déjà travaillé plus ou moins ici, on est en hebdomadaire, je fais exprès de vous faire voir ça parce qu'il y avait une oblique ici qui était vraiment très long terme, qui nous a embêté pas mal de temps, et cette oblique a été cassée assez violemment par une forte quantité d'achats en plus en termes de volume ici, et à vrai dire on est un revenu dessus, ça s'appelle un pullback, et même s'il est pas très propre, à mon avis il est opérationnel. Alors peut-être que la semaine prochaine ça bougera un petit peu, hein, c'est pas la peine de se jeter dessus comme un mort de faim, mais ce qui est certain c'est que j'aime beaucoup la forme graphique que présente cette valeur, et on va aller voir en journalier ce qui s'est passé ces derniers jours. Et voilà le graphique que je vous propose. Il y avait un couloir qu'on avait travaillé beaucoup ici, et c'était sorti très violemment vers le haut avec un gap ici qui a été presque rebouché, il n'est pas totalement rebouché, mais qui a été rebouché, qui a été créé et qui a été, je dirais, le créateur d'une accélération assez phénoménale, puisqu'on est passé de 21 € à 25, et on est revenu sur le niveau. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ça retravaille. Et on retrouve notre oblique long terme qui est ici. Et pour moi, à mon avis, c'est un pullback parfait. Alors, on peut toujours tirer plein d'oppositions à la chose. Selon moi, c'est le moment pour que ça reparte. Donc, c'est un plan assez intéressant. Et le dossier en question, il s'appelle SFC Energy. C'est coté à Francfort. Le code, c'est F3C. C'est un dossier que je vous dis que j'apprécie énormément depuis très longtemps. Il est dans les pépites. Et à mon avis, on peut espérer un redémarrage, et le plan d'invalidation, je dirais, il est en dessous la fermeture du gap. Tiens, on va le marquer pour que les gens voient bien. Mais c'est typique, à vrai dire, de valeurs qui je dirais, vont pour reboucher le gap, mais c'est là où il y a des acheteurs, et ça repart, et à mon avis, c'est pas gagné que ça redescende, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, je rappelle que je donne aucun conseil, mais en tout cas en ce moment on a de la chance, les plans de trading marchent très très bien, et j'espère que ça continuera. Ça dépendra aussi du marché, évidemment, il y a des moments où le marché me donnera pas d'opportunité, mais ça on aura le temps de le voir. On a déjà vécu des moments comme ça, on va pas se plaindre d'en avoir en ce moment. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne de telle manière à ce que vous ayez la notification des vidéos qui vont suivre. Je vous laisse ici une vidéo qui sera consacrée à l'éducationnel. Vous avez tout un programme qui suivra juste derrière. N'hésitez surtout pas à le consulter, vous apprendrez beaucoup de choses sur la bourse évidemment. Et puis vous avez juste en dessous une vidéo qui vous expliquera qui je suis, d'où je viens et ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.